Bonjour à tous, alors je vais essayer de vous présenter de façon synthétique mon réseau ferroviaire qui est à l'échelle N et qui est, comme c'est précisé dans le générique là, un petit peu hollywoodien que j'ai mis, entièrement analogique. C'est en 1965 que j'ai découvert cette échelle, alors à ses tout débuts, hein, échelle qui a immédiatement suscité mon intérêt, car elle me permettait d'envisager l'installation d'un réseau permanent, ce que je ne pouvais pas faire à chaud faute de place. Alors, je rappelle, puisque c'est bien de rendre hommage au créateur quand même, que c'est l'entreprise Karl Arnold, jusque-là connue pour ses jouets et automates en fer blanc, comme ceux que vous pouvez voir sur ces images, qui s'est réorientée vers la fabrication de trains électriques miniatures. Cette entreprise a créé cette échelle au 1/160e sous la marque Arnold Rapido, après un essai non concluant sur une échelle au 1/200e. Vous voyez sur les images actuelles des modèles qui figuraient dans les premiers catalogues que j'ai acquis à l'époque et que je possède toujours. La création d'Arnold Rapido par Arnold, c'est 1963. Trix avec Minitrix, c'est 1964. Fleischmann avec Piccolo, c'est 1969. Cette entrée sur scène des grands fabricants connus et reconnus a permis à cette échelle de prendre son essor. Et ça a créé une véritable émulation qui a entraîné des progrès en termes de qualité, de précision et de fiabilité, progrès rapides, tant pour le matériel roulant que pour le matériel de voie. Le réseau ferroviaire que je vous présente résulte de l'assemblage de deux réseaux, conçus à des époques différentes. Voici une vue d'ensemble du réseau. Le terme greffe serait d'ailleurs plus juste, puisqu'au plus ancien situé au centre, j'en ai ajouté un second qui prend place à la périphérie du premier. Quand j'ai commencé à m'intéresser à cette échelle en 1965, le matériel français n'existait pas. Je me suis donc mis à construire des réseaux avec du matériel allemand et j'ai continué depuis. Ceci explique pourquoi les trains roulent à droite. C'est un réseau en totalité analogique, comme je l'ai déjà dit. Il a donc les avantages et les limites propres à ce système. Pour vous présenter le réseau central et que vous puissiez vous y retrouver, je fais circuler actuellement 4 trains sur le circuit pour vous donner une idée du dessin de ce circuit. Ce réseau central, je l'ai construit au début des années 1980. Il est le point d'aboutissement d'autres réseaux construits à partir de 1965 qui m'avaient donné plus ou moins satisfaction. Au moins cela m'avait-il permis de préciser peu à peu ce que je trouvais nécessaire ou indispensable pour parvenir à un réseau attrayant à regarder et intéressant à exploiter. De là, j'ai tiré une sorte de cahier des charges. Primo, il devait d'abord occuper une place acceptable dans un appartement et être transportable si je déménageais. Secondo, il devait être suffisamment complexe dans son dessin pour permettre une exploitation avec de multiples possibilités. Tertio, enfin, ce qui m'intéressait beaucoup à l'époque, c'était d'expérimenter les systèmes de régulation d'espacement des trains, soit électromécaniques, tels que ceux présentés dans les ouvrages spécialisés, qui étaient à fabriquer soi-même, j'en ai fabriqué plusieurs d'ailleurs, soit électroniques, comme ceux qui commençaient à voir le jour dans le commerce. Pour parvenir à mes fins, j'ai opté pour un circuit de dimension 200 sur 60. Ça le rendait aisément transportable, à condition que le tableau de commande puisse être, du fait de son poids et de son encombrement, porté séparément. Afin que le spectacle offert soit intéressant, j'ai souhaité qu'il ait l'apparence d'un réseau à deux voies, fonctionnant en sens opposé, parce que je trouve que l'effet donné par des trains qui se croisent est toujours très appréciable. Mais l'encombrement réduit dont je disposais m'a amené à concevoir un circuit en ovale, à voie unique, replié sur lui-même, pour donner l'impression sur une partie de son parcours d'un réseau à double voie. C'était un pis-aller, mais qui avait l'avantage d'offrir un circuit d'une longueur supérieure à 12 mètres, bien adapté à la mise en place de cantons avec signalisation automatique. Je souhaitais également qu'il y ait une gare qui permette le passage des trains, mais qui soit aussi une gare terminus. La fonction terminus a été rendue possible par un jeu d'aiguillage situé avant l'entrée du canton de la gare, ce qui permet ainsi une entrée directe dans la gare. C'est ce que vous voyez actuellement. Alors bien sûr, ça entraînait la création d'une boucle de retournement avec les diverses coupures indispensables en courant continu.
Comme je souhaitais disposer d'un garage pour les machines et que la surface était quand même assez réduite, hein, la création par Arnold d'une plaque tournante sur laquelle il était possible de placer les voies les unes à côté des autres a constitué une aubaine. Comme je voulais pouvoir utiliser ce garage machine indépendamment de la marche des trains, j'ai prévu une alimentation traction spécifique pour les manœuvres. Ensuite, j'ai décidé de rallonger l'ensemble du circuit de 1 mètre, soit de le faire passer de 2 à 3 mètres, la largeur restant inchangée. Ça a permis de multiplier le nombre de voies de garage pour les wagons de marchandises, ce qui manquait beaucoup, et aussi d'installer les usines. Ça a également permis de passer de 3 à 6 cantons, chacun d'eux ayant une longueur approximative de 2 mètres à 2 mètres 50. Le circuit a été réalisé avec des rails flexibles afin de diminuer le nombre de liaisons par éclisse et de rendre plus silencieux et plus fluide le roulement des trains. Pour la même raison, j'ai exclu les TJD et les aiguillages triples et je n'ai mis sur la ligne principale que 6 aiguillages simples. Certains des aiguillages, vous le verrez, proviennent de mes réseaux antérieurs. Ils sont reconnaissables à leur moteur bombé. Ces moteurs manquent de puissance et parfois ne parviennent pas à bouger l'aiguille, surtout lorsqu'il s'agit de pousser le bras de commande. La seule solution que j'ai trouvée, c'est de mettre une petite butée juste avant la fin de la course du bras qui commande l'aiguille, ce qui rend la poussée moins dure. Autre problème avec les moteurs bombés, l'embiellage de certaines locomotives a tendance à toucher le moteur, elle se soulève et s'arrête. Les moteurs d'aiguillage de deuxième génération sont extra plats, ils fonctionnent mieux sans être pour autant parfaits. Les 6 cantons sont régulés par 2 blocs Arnold montés en série. Et enfin, une dernière précision, je n'ai utilisé aucun contact de voie, aucune pédale, aucun ILS. 2 maquettes fonctionnelles figurent sur le réseau. L'usine de chargement et de déchargement de minerais qui remplit 3 fonctions. Chargement du silo via un tapis roulant, remplissage des wagons et déchargement. À côté, vous allez voir dans quelques secondes le porte-container Brava qui est ici de deuxième génération, ce qui veut dire que les 2 moteurs sont embarqués dans le pont mobile, contrairement au modèle antérieur qui avait l'un de ces moteurs, en tout cas dans le portique lui-même. Ça a bien amélioré le fonctionnement. Je vais vous présenter maintenant le réseau que j'appelle réseau périphérique, car il est situé autour du réseau ancien. C'est un réseau récent, donc, puisqu'il a été construit à partir de 2016. Il comprend 2 circuits parallèles, indépendants, chaque circuit ayant 3 cantons qui permettent donc de faire rouler 2 trains. Sur les images que vous voyez actuellement, je fais rouler sur la voie la plus intérieure que j'appelle la voie 2, un train Trans-Europe Express avec 6 voitures voyageurs, avec une petite particularité, c'est qu'il y a une double traction. Cette double traction est possible sur cette voie, la voie 2, et pas sur la voie 3, car elle suppose une petite modification au niveau de la zone d'arrêt de chaque canton. Elle est également tout à fait nécessaire sur cette voie, car dès la sortie de la gare, il y a une montée en courbe, avec donc un gros effort à fournir pour les machines. Et 6 ou 7 voitures voyageurs, c'est très lourd. Donc 2 machines ne sont pas trop pour tracter ce type de train. Alors comme ce réseau date de 2015, bien évidemment la question d'une digitalisation s'est posée. Plusieurs raisons m'ont arrêté. Le coût du matériel d'abord, que j'ai trouvé assez élevé, alors que dans mon projet, la dépense devait être contenue. J'ai également compris que pour réaliser un réseau un peu sophistiqué, l'informatisation serait nécessaire. Et ça, ce n'était pas du tout attrayant pour moi, car je n'avais plus envie d'utiliser l'informatique qui me rappelait trop le travail. Et enfin, le fait que je ne sois pas familiarisé avec le système digital comme je l'étais avec l'analogique a finalement emporté la décision. Sur les images que vous voyez maintenant, il y a 2 trains qui circulent sur le circuit le plus extérieur, donc la voie 3, un train de container et un train de citerne. Sur le circuit intérieur, la voie 2, c'est une rame diesel automotrice 601 Alpense Express. Pour les 2 circuits, j'ai choisi de la voie flexible PECO en code 55 avec des aiguillages de type Electrofrog que j'ai appris après quelques tâtonnements à câbler.
J'ai trouvé la place au niveau le plus bas, vous le verrez tout à l'heure, pour une petite gare terminus de 4 voies et un dépôt machine pour lequel j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle plaque tournante. J'aurais préféré un pont transborder, mais la place manquait. La gare du réseau ancien est devenue la gare de passage pour ce nouveau réseau, avec une voie dans chaque sens et une voie centrale banalisée. Comme il me restait un lot important de caténaires et de Marvelmer, je les ai réutilisés pour réaliser une électrification fictive, le bloc rendant sans intérêt une caténaire fonctionnelle. Le tableau de commande est assez simple, sans retour lumineux pour les aiguillages, ceux-ci étant quasiment tous contrôlables des visus. Exception faite de l'aiguillage qui conduit au dépôt voyageur et qui est pris en pointe. Donc lui a effectivement besoin d'un retour lumineux. Le transformateur principal, c'est un Gauge-Master qui permet de contrôler très finement chacune des voies, ainsi que la gare terminus et les voies de garage de façon indépendante. Je vous montre là la zone de jonction entre le circuit ancien et le circuit nouveau. Voici une vue de la gare terminus. C'est pas très facile à filmer parce que c'est vraiment enclavé. C'est un peu au troisième sous-sol, si je peux dire. Enfin, pour terminer, voici quelques images des deux lignes de tramway que j'ai installées. La première va d'un bout à l'autre du réseau. Elle est en navette, bien sûr. Elle est contrôlée par un module de chez Thames Electronics. Module qui est assez intéressant car il a plusieurs possibilités. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait d'une part, j'ai placé un arrêt au milieu du parcours que vous venez de voir, et à l'arrivée au terminus 2, si je peux dire, il y a un système d'alternance qui se fait avec une autre rame, avec bien sûr un changement d'aiguillage qui se fait automatiquement. Quand j'ai construit la seconde ligne, le module de chez Thames Electronics n'existait plus, et ce sont donc deux modules de chez Viessmann qui en assurent le contrôle. Le système est un peu plus simple. Et je termine là avec cette présentation rapide. J'espère qu'elle vous a intéressé et que vous pourrez en tirer quelques idées sur ce que vous pouvez faire ou ne pas faire sur vos propres réseaux. À bientôt.